Bonjour. Alors, ça a déjà commencé, je vois, désolée, j'étais un tout petit peu en retard. Bonjour tout le monde, donc c'est Lorraine du compte Émancipé et du coup, je suis sur le compte d'Elia Lingerie pour un live dans le cadre de la Elia Week. Donc, c'est une semaine avec plein d'interventions autour du cycle des règles et plus globalement du féminin. Et voilà, et pour celles qui viennent de chez moi et pas de chez Elia, Elia, c'est une marque de culottes menstruelles qui est très chouette et qui sont très sympas. Donc, voilà. Je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui viennent de chez Eliane, donc vous connaissez. Mais voilà, le thème du jour, c'est la contraception, les différents moyens de contraception. L'objectif étant de montrer un petit peu les différentes options qui existent. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir le triptyque. Bonjour tout le monde, je vois les gens arriver tranquillement. Moi, ce que je trouve, ce que j'ai en tête souvent, c'est qu'en matière de contraception, on a trois temps dans sa vie. En tout cas, quand on est en couple. On a le temps où l'homme porte la charge en général, où on met des préservatifs au début parce qu'on a un objectif qui n'est pas que de la contraception, qui est aussi de la protection contre les infections sexuellement transmissibles. Et puis quand on commence à se poser un peu, on prend la pilule, donc la femme prend la charge, et puis on peut rester comme ça très longtemps, ou on peut commencer à se poser des questions sur le sens de cette contraception. Est-ce qu'on a vraiment envie de prendre des hormones toute sa vie et là, commence une nouvelle ère où, pour le coup, un live avec la meilleure des matins, c'est très gentil. Euh, où, pour le coup, le champ des possibles s'ouvre et on n'a pas toujours en tête tout l'éventail, où on peut partir sur ce que j'appelle le freestyle du on se retire, on le fait comme on peut, en passant par le stérile au cuivre et puis plein d'autres méthodes. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un peu un éventail. Si vous avez d'ores et déjà des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'ai en tête un petit peu une façon de vous parler, mais qui est complètement ouverte et on peut dévier. Mais, euh, mais je me disais qu'on pouvait commencer par faire un rapide point sur en fait pour comprendre la contraception et qui est fertile quand et à quoi ça sert en fait de contracepter entre guillemets l'un ou l'autre membre du couple. Parce qu'en fait, quand on comprend un peu ça, ben, tout de suite on prend un regard un peu différent sur la contraception, puisqu'en fait les hommes, c'est assez simple et basique, depuis leur puberté, donc vers, c'est un peu plus tardif, on va dire de 13-14 ans, jusqu'à leur mort, en réalité un petit peu avant, parce qu'il y a un phénomène d'équivalent de ménopause chez les hommes qui s'appelle l'andropause, qui est beaucoup plus progressive et beaucoup plus tardive. Un homme est fertile tout le temps. Il peut avoir un rapport sexuel à 8 h du matin le lundi, à 14 h le vendredi et en pleine nuit le samedi. Il peut avoir un rapport qui va donner lieu à une grossesse. Une femme, c'est pas du tout ça. Une femme, déjà, elle commence à être fertile, elle aussi, à sa puberté, mais ça s'arrête au moment de la ménopause, donc à peu près aux alentours de 51 ans en moyenne, mais ça commence à être dégressif avant. Donc déjà, elle a une fenêtre limitée au cours de sa vie. Et en fait, après, chaque mois, elle n'est fertile qu'à peu près 6 jours. C'est-à-dire que le reste du temps, une femme peut faire l'amour autant qu'elle veut. Sans protection, elle ne peut pas tomber enceinte puisqu'elle n'a pas d'ovule dans le corps et elle n'a rien qui permet à un spermatozoïde d'aller rejoindre cet ovule. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse, mais en fait, c'est vrai que quand on est conscient de ça, on se rend compte que la contraception n'a pas forcément besoin d'être quelque chose de long cours, de constant. Parce qu'en fait, voilà, c'est aussi un moment, le moment où on a un risque de grossesse est limité dans le temps et d'à peu près 6 jours par cycle pour une femme, versus 100% du temps pour les hommes. Voilà, ça c'était une précision que je voulais faire au début, qui n'a pas d'impact sur le choix de contraception qu'on va faire, mais qui est importante. Après, ce que je voulais vous raconter, c'était justement que sur la contraception, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise contraception, il n'y a pas de choses qui sont mal, qui sont mauvaises, qui sont dangereuses ou quoi. Il y a des choix qu'on fait à un moment de sa vie et c'est très personnel. Et pour moi, les critères, je regarde parce que j'ai pris quelques notes sur mon ordinateur derrière moi, mais moi j'ai une liste de critères quand on me demande, quand on me pose des questions par rapport à ça, que je pense qu'il faut prendre en compte. La première, qui me touche particulièrement parce que je suis dans la naturopathie, mais je ne me suis même pas présentée, pardon. Moi, je suis conseillère en naturopathie spécialisée dans le cycle féminin et dans la fertilité. Donc la première, c'est la présence d'hormones. Est-ce que j'ai envie de prendre des hormones ou pas? Donc pour moi, c'est un critère qui est important qu'il faut avoir en tête. Ensuite, c'est mon cycle. Est-ce que je veux continuer à avoir un cycle? Est-ce que je veux donc mettre mes hormones sur off ou est-ce que je veux continuer à ovuler, etc. et du coup bloquer la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, mais je ne veux pas éteindre ma nature cyclique de femme? C'est un autre critère qu'il faut prendre en compte.
Après, c'est la charge. Qui porte la charge de la contraception? Est-ce que c'est moi en tant que femme seule? Est-ce que c'est mon conjoint, enfin mon partenaire sexuel seul? Est-ce que c'est nous deux qui partageons quelque chose? Donc c'est important. Est-ce que ça me protège contre les infections sexuellement transmissibles? Forcément, on ne va pas avoir la même approche selon qu'on est dans un couple stable depuis des années ou selon qu'on a une vie sexuelle qui alterne les partenaires. Est-ce qu'il faut que je manipule un truc au cours du rapport? C'est vrai qu'on peut ne pas avoir envie d'avoir besoin de mettre ou prendre la contraception pendant le rapport, on veut pouvoir anticiper, sachant que là-dessus, vous verrez qu'il y a plein de choses qui sont des protections barrières qu'on peut mettre avant un rapport, donc qui peut ne pas gêner un rapport quand même. Est-ce que je suis autonome par rapport à cette contraception ou est-ce que j'ai besoin de quelqu'un, d'un acte médical? Je pense à la pose du stérilet par exemple, ou qui nécessite l'acte d'un gynéco ou d'une sage-femme. Est-ce que j'ai des effets secondaires? Alors, je suis pas celle chez moi. Je suis pas chez moi, mais vas-y, vas-y, t'en... Ouais, je suis pas chez moi. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à la prise de ce contraceptif? Est-ce que du coup, je veux éviter d'avoir des effets indésirables sur mon corps, sur ma santé, sur mon humeur, etc. Ensuite, un critère qui devrait être dans les premiers, évidemment, je le dis maintenant, mais est-ce que c'est fiable? Parce qu'on va en parler, mais il y a des choses qui ne sont pas très fiables. Qui en tout cas, est-ce que du coup, je suis complètement fermée à une grossesse et du coup, je veux un contraceptif qui soit fiable le plus possible, sachant qu'il n'a aucun contraceptif fiable à 100%, hein, à part l'abstinence, mais même la pilule n'est pas fiable à 100%, on pourra en reparler. Après, quelle durée de vie a ce contraceptif? Il y en a qui ont une durée de vie de un rapport, d'autres de 10 ans. Donc voilà. Et son coût, sachant qu'il y a quand même de plus en plus de contraceptions qui sont intégralement prises en charge. Mais c'est un critère aussi à prendre en compte. Voilà, pour moi, ça c'est un peu l'éventail des questions qu'il faut se poser quand on a envie de changer de contraception et qu'on veut ouvrir un peu le champ des possibles et voir. Si on est par exemple complètement fermé à la prise d'hormones, évidemment, ça va restreindre le spectre. Si on veut que ce soit, qu'on ne veut pas du tout porter la charge, eh ben, on va aller sur des choses qui sont 100% masculines, etc. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair. Si vous avez des réactions, des questions, évidemment, n'hésitez pas. C'est toujours particulier d'être seul dans un live, parce qu'on fait un peu un monologue. J'avoue que j'aime bien quand il y a quelqu'un avec moi, mais c'est le principe de cette Elia Week. Donc s'il y en a qui ont des questions, ne vous gênez pas, je me sentirai moins seule du coup. Et je sentirai que vous me suivez. Parce que, parce que là, du coup, je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis. Mais voilà, cette précision est faite. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit panorama. Ok, merci. Un petit panorama, on ne va pas passer 3 heures sur chaque moyen, mais en fait, moi, j'aimerais bien que vous repartiez de là en disant, ah ouais, en fait, c'est pas le triptyque préservatif, pilule, stérilet. En réalité, il y a plein d'autres choses et je peux varier. En fait, dans les méthodes, il y a déjà tout ce qu'on appelle les méthodes barrières que vous connaissez. Merci pour celles qui me mettent des petits messages. Les méthodes barrières, vous connaissez le préservatif, tout le monde le connaît, je ne vais pas rentrer dans les détails, le préservatif masculin, mais en fait, c'est loin d'être la seule méthode barrière. Donc, une méthode barrière, c'est que justement, on ne vient pas prendre de traitement, on ne vient rien mettre dans son corps, type stérilet, pour bloquer la fécondation. On laisse son cycle complètement naturel. Si on n'a pas de rapport pendant un an, eh ben, on n'a pas de contraception pendant un an, et c'est au moment du rapport où on va utiliser un contraceptif pour que le spermatozoïde ne puisse pas rentrer dans l'utérus. Donc le plus connu, c'est le préservatif masculin, que je pense vous connaissez tous, mais il y en a d'autres. Il y a le préservatif féminin qui en fait ressemble pas mal quand on regarde. J'avais dit que j'en achèterais, j'ai pas eu le temps, je suis désolée. C'est un long morceau aussi, enfin morceau, tube en latex aussi, enfin non, ils sont en polyuréthane, les féminins, mais qui ont deux anneaux au bout et en fait on vient faire un petit 8, insérer l'un des anneaux qu'on vient caler contre le col de l'utérus. En fait, ça fait un couloir le long du vagin et ça ressort au niveau de la vulve. Donc, c'est pas le truc le plus esthétique du monde, mais on s'en fiche. Et du coup, ça recouvre la vulve et c'est en fait un préservatif qui est posé par la femme et porté par la femme, qui a exactement les mêmes fonctions que le préservatif masculin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contact entre les organes génitaux. Du coup, ça a la protection contre les infections sexuellement transmissibles, comme le préservatif masculin. Mais c'est au moins c'est porté par la femme mais il y a toujours ce frottement pour ceux qui n'aiment pas le frottement. Mais voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas que l'homme qui peut enfiler un préservatif, la femme aussi. Après, il y a deux autres choses qui sont très connues pour le coup quand on pratique la symptothermie, sur laquelle je viendrai après, qui est une méthode d'observation du cycle.
pour les périodes fertiles parce que c'est pratique, c'est bien foutu, c'est maîtrisé par la femme, ce qu'on appelle le diaphragme et la cape cervicale. En fait, il faut que je vous fasse un petit aparté anatomie, mais le corps d'une femme, en fait, donc vous avez la vulve, hein, c'est l'extérieur, les lèvres, etc., l'entrée du vagin, le vagin, et en haut, vous avez ce qu'on appelle le col de l'utérus, qui est la partie qui verrouille l'utérus, et après, on a l'utérus, on a les trompes, je ne sais pas ce qu'on voit à l'écran, et les ovaires, et l'ovule qui sort par l'ovaire qui vient dans la trompe. Donc en gros, pour qu'un spermatozoïde puisse féconder un ovule, il faut qu'il passe tout le vagin, il faut qu'il passe le col, ce qui n'est pas chose facile, en tout cas quand on est dans les périodes infertiles, mais on pourra y revenir, qui remonte dans l'utérus et qu'il aille rejoindre l'ovule. Et en fait, ce qu'on cherche à faire avec ces méthodes-là, c'est de venir fermer le col de l'utérus, vraiment mettre une barrière à ce niveau-là pour que du coup, aucun spermatozoïde ne puisse remonter plus haut au niveau de l'ovule. C'est ce que fait le préservatif dans l'absolu, puisqu'il fait que les spermatozoïdes restent sous la petite cape contre le pénis. C'est ce qui fait le préservatif féminin aussi, puisqu'on vient bloquer avec le bout du préservatif féminin ce col. Et c'est ce que font ces petits objets qui sont le diaphragme ou la cape cervicale. Le diaphragme, c'est une petite coupelle qu'on insère, en fait, comme on insérait un tampon et qui vient se caler contre le col de l'utérus. Et la cape cervicale, c'est un petit dôme aussi très fin en silicone, pareil, qu'on vient caler là. Donc il faut l'insérer. Ça vient se mettre en fait tout au fond du vagin, donc on ne le sent pas, enfin, ou très peu pendant le rapport, puisque c'est vraiment tout au fond. Et ça crée en fait une barrière au niveau du col qui fait que personne ne peut rentrer. Sachant que, je fais une parenthèse, mais le col est verrouillé 80% du temps. Donc de toute façon, personne ne peut rentrer. Il n'est ouvert que quand on est fertile, justement. La physiologie du corps fait qu'à ce moment-là, le col s'ouvre pour laisser rentrer les spermatozoïdes pour rejoindre l'ovule, puisque la nature, on va faire un petit aparté, mais la nature est faite pour qu'on se reproduise. Donc le corps se met en branle-bas de combat quand on est fertile pour ouvrir le passage. Donc le col n'est ouvert qu'à ce moment-là. Le reste du temps, de toute façon, on ne peut pas rentrer. Personne ne peut rentrer. Mais pendant les périodes fertiles, du coup, le diaphragme ou la cape cervicale, en venant se caler contre le col, même s'il est ouvert, ça les ferme, ça crée une barrière et du coup, personne ne peut rentrer. En revanche, ça ne protège pas contre les infections sexuellement transmissibles comme le font les préservatifs masculins et féminins, puisque du coup, il y a frottement des muqueuses dans le vagin. Le vagin, lui, n'est pas protégé, c'est vraiment juste le haut qu'on protège. Voilà, sachant que ça, on peut le mettre juste avant le rapport ou plusieurs heures avant. Donc, il y a ce côté, quand je vous disais que ça peut être un critère de ne pas manipuler son mode de contraception pendant le rapport, ce qui est le cas du préservatif masculin, où il faut le mettre last minute quand le pénis est en érection. Et bah, du coup, là, on peut anticiper. Donc, on peut poser son diaphragme ou sa cape un petit peu avant, et au moins pendant le rapport, on ne se pose plus de questions. On laisse aller le flow, tout est prêt. Sachant que pour celles qui veulent, c'est faut que votre sage-femme ou votre médecin vous montre comment on le pose. Il y a un petit tuto au moment où on vous le prescrit, puisque c'est sur prescription. Enfin, on peut avoir une ordonnance. Et du coup, voilà, on peut apprendre à le mettre et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien quand on pratique justement une méthode d'observation du cycle, dont je vais vous parler juste après, puisqu'on est capable de savoir quand on n'est pas fertile et quand, de toute façon, donc, le col est fermé, nos passaran, personne ne peut rentrer. Et quand on est fertile et qu'on veut quand même avoir des rapports, et ben, du coup, on vient bloquer le col avec un diaphragme ou avec une cape. Et on peut, pendant ces 6, 7, 8 jours, ça dépend de la façon dont on calcule la fenêtre de fertilité, se protéger avec une méthode comme ça et faire en sorte qu'on voilà, soit sans aucun risque de grossesse. Et puis dès qu'on est de nouveau infertile, on oublie le diaphragme, on le range jusqu'au cycle d'après et on peut avoir un rapport sans aucun morceau de plastique, enfin de silicone ou de polyuréthane au fond de son vagin contre son col de l'utérus. Voilà, j'espère que c'est clair. Il y a autre chose dans le même style qui s'appelle les éponges contraceptives, qui sont pour le coup des petites éponges qui sont, sur lesquelles on met du spermicide. Donc, spermicide qui vient tuer les spermatozoïdes et pareil qu'on vient caler au niveau du col de l'utérus. Ça, pour être tout à fait honnête, je connais moins bien et surtout, c'est quand même beaucoup moins fiable que les deux premiers. C'est fiable à moins de 80%. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la cape et le diaphragme, c'est des méthodes qui sont fiables. Ah ouais, alors attendez, c'est une parenthèse que je n'ai pas fait. Comment on mesure la fiabilité d'un contraceptif? Il y a des études qui sont faites sur un certain nombre de couples où on leur fait utiliser un contraceptif et on regarde combien
ont une grossesse non désirée à la fin de la période d'essai qui est d'1 an. Et c'est comme ça qu'on peut dire un tel est fiable à 99%, c'est-à-dire que sur 100 couples, il y en a un seul qui a eu une grossesse par accident, ou il est fiable à 70%, c'est-à-dire qu'il y en a 30 qui ont eu une grossesse. Sachant qu'on mesure la fiabilité théorique et la fiabilité pratique. La fiabilité théorique, c'est la fiabilité dans les conditions idéales d'un laboratoire, donc par exemple la pilule, comment fonctionne la pilule. Si on l'utilise parfaitement bien comme elle a été créée, elle est fiable à 99%. C'est beaucoup, mais il y a quand même un couple qui peut tomber enceinte, qui peut avoir une grossesse non désirée avec la pilule, donc il faut l'avoir en tête. Et quand elle est dans les conditions réelles, donc le taux de fiabilité pratique, là on tombe à 91% à peu près, parce qu'on peut oublier la pilule, parce qu'on peut la vomir un jour où on a la gastro, parce qu'on peut ne pas la prendre à la bonne heure. Voilà. Et du coup, ça fait baisser le taux de fiabilité quand on est dans les conditions réelles. Cet indice pour calculer ce taux de fiabilité s'appelle l'indice de Pearl, P-E-A-R-L. Vous pouvez taper indice de Pearl contraceptif sur Google et vous voyez du coup les taux de fiabilité de toutes les contraceptions. La cape cervicale et le diaphragme dont je vous parlais, c'est, je crois, autour de 94% pour le diaphragme, 91% pour la cape, et un petit peu moins dans les conditions en fiabilité réelle. Je crois que pour la cape cervicale, on tombe autour de 75%. Donc ça reste des modes de contraception avec un risque de grossesse quand on est dans la période fertile, évidemment. S'il y a des questions, vous m'interrompez, bien sûr. Donc voilà, ça c'était pour les méthodes barrières. Donc vous avez compris, qui dit barrière dit je ferme la zone de passage qui permettrait à un spermatozoïde de remonter jusqu'à un ovule. Si cette porte est fermée, il n'y a pas de risque, personne ne se rend compte, donc on ne peut pas avoir de fécondation. Mais on continue à ovuler tous les mois, on continue à avoir un cycle, on continue à avoir des périodes fertiles, des périodes infertiles, avec tous les avantages et les petits inconvénients, je vous l'accorde, mais beaucoup d'avantages aussi qui vont avec pour la santé générale, pour la féminité, pour la force d'une femme qui repose aussi sur cette cyclicité. Donc voilà, avec ces méthodes-là, on continue à ovuler. Et dans les moments où on a des rapports sexuels, ou même juste les moments où on sait qu'on est fertile, si en parallèle on utilise une méthode d'observation dont je vous parlerai, on dégaine sa méthode barrière et on protège, on ferme la porte. Voilà. Moi, je trouve hyper important de reparler de ces méthodes-là parce qu'il y a un côté un peu je sais pas, has-been ou en tout cas, c'est comme si le préservatif c'était un truc d'ado, quoi, qu'on n'utilise que quand on a 17-18 ans et que on commence sa vie sexuelle et puis qu'après c'est fini, quoi. C'est un truc, ça devient dépassé. On n'utilise pas un préservatif à 30 ans quand on est en couple. En fait, si, on peut très bien continuer à utiliser un préservatif à 30 ans quand on est en couple, quand on est marié, parce que justement on décide d'avoir cet unique moyen de contraception parce qu'on est capable d'identifier sa fenêtre de fertilité et le reste du temps, on peut s'en passer complètement. Et c'est vrai que quand on n'a pas envie de prendre la pilule, par exemple, on peut très bien avoir quelques préservatifs dans sa table de chevet pour ajuster sa sexualité, ou un diaphragme, ou une cape cervicale, ou un préservatif féminin. Peu importe, vous avez compris qu'il y avait plusieurs choix. Voilà, donc ça, c'était les méthodes barrières. Si vous avez des questions sur les méthodes barrières, vous m'interrompez. Sinon, j'embraye sur justement tout ce qui est méthode hormonale. Donc, hormonale égale, je prends des hormones qui sont des hormones de synthèse qui imitent les hormones que mon corps produit naturellement, à savoir les œstrogènes et la progestérone. On peut avoir les deux dans un contraceptif ou uniquement de la progestérone, ce qu'on appelle les pilules microdosées. Je vous en reparlerai, je vais expliquer la différence. Mais donc voilà, on prend ces hormones synthétiques qui n'ont du coup pas les bienfaits des hormones naturelles qu'elles on met au repos et qui présentent quand même des effets indésirables que vous connaissez, je pense, très bien. Je pourrais en parler, mais c'est propre à chaque femme pour remplacer. Petite parenthèse, comment ça marche en fait concrètement? En fait, souvent on entend il y a soit des oestrogènes, soit la progestérone dans une pilule, mais en vrai, ça fait quoi? En vrai, il faut que je fasse un petit aparté sur le cycle menstruel pour que vous compreniez. Le cycle d'une femme, c'est une succession d'hormones qui fluctuent, qui préparent le corps à ovuler avec des œstrogènes qui sont produits par les follicules qui se développent dans les ovaires et qui donc sont sécrétés pendant la première partie du cycle et qui permettent au corps d'ovuler. Et puis de la progestérone dans la deuxième partie du cycle, une fois que l'ovulation est passée, je reçois des messages en même temps, je vous prie de m'excuser, pour maintenir la deuxième partie du cycle. Tout ça, ça ne se passe pas juste dans les ovaires, ça a lieu grâce à un dialogue avec le cerveau,
plus précisément avec l'hypophyse, qui est une petite zone à l'avant du cerveau qui envoie des hormones pour guider l'ovulation. Si le cerveau décide de ne pas parler aux ovaires, de ne pas envoyer ces messages hormonaux, ces deux hormones s'appellent la LH et la FSH, je ne rentre pas dans le détail, ce serait trop compliqué aujourd'hui, mais si le cerveau ne stimule pas les ovaires n'ovulent pas. Quand on est enceinte, on produit une dose d'hormones très élevée du fait de la présence du bébé dans le corps qui bloque le cerveau, qui du coup disent au cerveau tu arrêtes de stimuler, ça ne sert plus à rien, il y a quelqu'un là, ça ne sert à rien d'ovuler, personne ne va venir, il n'y a pas la place pour venir rencontrer, donc on protège le nid et on bloque le cerveau. Pendant la deuxième partie du cycle aussi, quand le corps se prépare à une grossesse, il bloque aussi le cerveau. C'est-à-dire que la progestérone, cette hormone qui est sécrétée dans la deuxième partie du cycle, elle fait ce qu'on appelle un rétrocontrôle sur le cerveau. Elle lui dit, OK, moi je suis là. Sur un malentendu, il y a un bébé qui est venu s'installer, donc tu ne restimules pas une ovulation, tu te tais jusqu'à la fin du cycle. Et moi, je te dirais, s'il y avait un bébé ou il n'y avait pas de bébé, s'il y avait un bébé, je continue de te bloquer pendant 9 mois. S'il n'y avait pas de bébé, je chute. Et du coup, tu peux recommencer à stimuler les ovaires. Donc en fait, on a une boucle comme ça, sans cesse, qui se fait entre le cerveau et les ovaires. Le cerveau stimulant les ovaires. Et quand il a réussi sa stimulation, les ovaires ayant ovulé, disant au cerveau, attends, laisse-nous un petit moment parce que là, peut-être qu'il y a une grossesse qui est partie. Il faut qu'on bloque le processus pour la protéger et qu'elle puisse se développer pendant les 9 prochains mois. C'est ce qu'on appelle les rétrocontrôles. La pilule, en fait, elle mime ce rétrocontrôle, c'est-à-dire qu'elle apporte des hormones de synthèse au niveau des ovaires qui ont un tel niveau qu'en fait, elles viennent bloquer le cerveau. Elles viennent dire au cerveau, en fait, parfois on lit la pilule fait un état de grossesse simulée. C'est pas complètement faux, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont à un niveau tel qu'elles disent au cerveau, tu verrouilles, tu ne stimules pas les ovaires parce qu'on est suffisamment présente et donc tu ne lances pas d'ovulation. Du coup, le cerveau ne stimule pas. Et coucou Paul, tu peux fermer la porte s'il te plaît. Merci. Chez des amis. Et du coup, voilà, le cerveau ne stimule pas. Donc, dans la pilule, on peut soit avoir un progestatif de synthèse, donc qui remplace la progestérone et qui fait ce rétrocontrôle, donc qui dit, il est tout seul pour dire au cerveau ne stimule pas. Et on a, dans la majorité des pilules qu'on appelle les pilules combinées œstroprogestatives, on ajoute aussi des œstrogènes qui viennent renforcer cet effet bloquant et équilibrer la progestérone. Donc, la plupart des pilules que vous avez pu prendre ou que vous prenez actuellement contiennent ces deux hormones en format synthétique. Et en fait, leur rôle, c'est d'être tellement élevé au niveau des ovaires qu'elles disent à votre cerveau ne stimule pas. Du coup, votre cerveau est sur off et vos ovaires sont sur off aussi, puisque du coup, le cerveau ne les stimulant pas, ils ne produisent pas les ovaires naturels. Donc, elles viennent éteindre les hormones naturelles. Je ne sais pas si c'est clair. Si ça ne l'est pas, dites-le moi. C'est un petit peu technique, mais je trouve que c'est important de le comprendre pour comprendre pourquoi, quand on prend la pilule, on n'ovule pas. Alors, certaines pilules microprogestatives, microdosées, n'agissent que sur l'endomètre et la glaire. Je me rends compte qu'en fait, en parlant de contraception, on doit aller hyper loin sur les explications, mais en deux mots encore. Donc, quand une femme ovule, elle produit ce qu'on appelle de la glaire cervicale, qui est une sécrétion produite au niveau du col de l'utérus, qui est les pertes blanches un peu visqueuses que vous voyez dans votre culotte. Pour celles qui ne connaissent pas et qui ne me suivraient pas déjà, vous pouvez aller voir sur mon compte, il y a plein de vidéos d'explications là-dessus. Mais en fait, c'est cette glaire qui permet de maintenir les spermatozoïdes en vie pendant jusqu'à 5 jours. Et si on n'a pas de glaire, on n'ovule pas. Du coup, le progestatif aussi de synthèse vient bloquer la glaire, donc on ne produit plus de glaire. La glaire ne permet pas de maintenir les spermatozoïdes en vie et elle vient aussi rendre l'utérus hostile à une fécondation. Donc, il y a certaines pilules microdosées qui continuent de vous laisser ovuler, que le rétrocontrôle n'est pas suffisamment fort pour bloquer l'ovulation, mais en revanche, ça vient bloquer la glaire, bloquer l'utérus, donc on ne peut pas avoir une grossesse, mais la grande majorité des pilules, peut-être 95%, j'en sais rien, j'ai pas de chiffre en tête, bloquent aussi l'ovulation. On arrête d'ovuler et on a des règles artificielles, puisqu'en fait, là, je ne rentre pas dans le détail non plus, ça va être trop long, mais j'ai fait des posts là-dessus. La pilule crée une privation hormonale à un moment qui fait qu'on a un saignement, mais qui est un saignement artificiellement créé, qui n'est pas des règles, qui n'est pas le phénomène physiologique de règles. Voilà, c'était une parenthèse, mais qui était importante pour vraiment expliquer comment ça marche la pilule, comment en fait par ces hormones de synthèse, on vient taire notre cerveau en lui faisant croire que les niveaux sont tellement élevés qu'il ne doit pas stimuler les ovaires. Voilà, donc ça c'est la pilule. On a des pilules
combinés avec un œstrogène, enfin des œstrogènes de synthèse et un progestatif de synthèse, et des pilules uniquement avec un progestatif, dont certaines très rares laissent une ovulation. C'est la pilule, mais c'est le cas aussi des patchs. Vous savez, les petits patchs qu'on met, qu'on change toutes les semaines et qui diffusent des hormones en continu. C'est le cas des anneaux aussi contraceptifs qui délivrent des hormones aussi en continu et qui sont placés au fond du vagin. Donc ça, c'est tout combiné. Ça fonctionne comme la pilule combinée avec œstrogène et progestérone de synthèse. Et puis après, on a des progestatifs seuls, donc les pilules microdosées avec uniquement des progestatifs, le stérilet hormonal qui fonctionne aussi comme ça, l'implant, c'est le petit bâtonnet qu'on peut glisser là sous le bras et qui délivre aussi les hormones en continu, et les injections par piqûre, injection trimestrielle que vous fait un médecin, une infirmière, une sage-femme qui délivre aussi ces hormones-là en continu. En fait, c'est juste un mode d'entrée différent dans votre corps, mais dans tous les cas, elles diffusent ces hormones et elles viennent bloquer vos hormones naturelles, que ce soit celles du l'hypophyse et celles des ovaires, qui se retrouvent à zéro et qui du coup ne lancent pas d'ovulation tous les mois. Voilà, ça c'est le fonctionnement de la pilule. Je trouve que c'est intéressant d'en parler parce qu'en fait, on ne sait jamais vraiment comment ça marche. On sait qu'il y a des hormones de synthèse, mais comment elles agissent, c'est pas forcément toujours évident. Vous êtes toujours là ou pas? Tu vois pas trop de... Ça vous parle? N'hésitez pas à faire des petits signes de vie pour que je sois rassurée sur le fait que je ne suis pas toute seule. Voilà, donc ça c'était tout ce qui était hormonal. Vous avez compris, il n'y a pas que la pilule dans les contraceptifs hormonaux. Je ne vois aucune réaction, donc j'ai peur que ça ne marche pas. Mais est-ce que parfois on peut mettre un petit cœur ou un petit truc? Non, vous ne pouvez pas me faire un truc pour me rassurer? Ok, je vais continuer à parler, mais j'ai parfois peur d'être seule. Tac, tac. Bon, on va dire que je suis pas seule. Je vous parle maintenant. Donc, je vous ai dit qu'il y avait le stérilet parmi ces méthodes contraceptives hormonales. Il y a aussi, donc c'est le stérilet hormonal, mais il y a aussi le stérilet au cuivre qui, lui, agit complètement différemment. C'est-à-dire qu'il ne vient pas du tout bloquer l'ovulation. Il n'y a pas d'hormones dans le stérilet au cuivre qui viennent éteindre ni votre cerveau ni vos ovaires. Rien n'est bloqué. On continue d'ovuler tous les mois. En revanche, le mécanisme est différent. C'est-à-dire qu'on vient créer un milieu hostile dans votre utérus qui ne permettrait pas à un embryon de s'implanter. En fait, le cuivre crée une inflammation dans l'utérus. L'utérus, vous voyez, c'est la petite partie dans laquelle le bébé vient s'implanter. Et il y a l'endomètre, qui est la couche superficielle de l'utérus, qui se gorge de sang tous les mois et qui s'évacue lors des règles. Et en fait, cet endomètre, on l'enflamme, ce qui fait que, en fait, même si un embryon était créé, il ne pourrait pas venir s'insérer dedans, il repartirait. Ça fait dire à certaines personnes, ce qui n'est pas mon cas, que le stérilet au cuivre aurait une action abortive, puisqu'en fait, on peut avoir un embryon créé quand on a un stérilet au cuivre, c'est-à-dire qu'un spermatozoïde peut aller rencontrer un ovule, peut créer un embryon qui va du coup redescendre, mais qui n'arrivera jamais à s'implanter dans l'utérus. Donc, il sera évacué au moment des règles ou qui va se désintégrer, peu importe. Mais en fait, on peut avoir une fécondation quand on a un stérilet au cuivre. C'est quand même important de l'avoir en tête. C'est juste l'implantation qui n'est pas possible. Donc, il peut être créé, mais il ne peut pas venir se nicher dans votre corps et il s'en va. Mais dans l'absolu, quelqu'un qui serait très fertile et qui aurait des rapports systématiquement pendant sa période d'ovulation avec un stérilet au cuivre pourrait avoir des micro-débuts de grossesse tous les mois, puisque on pourrait avoir une rencontre. La rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule n'est pas bloquée. Voilà. L'inconvénient du stérilet au cuivre, moi que je vois principalement, c'est que ça peut provoquer des règles très hémorragiques. C'est le cas pour beaucoup de femmes et qui perdent du coup beaucoup de sang. Avec le stérilet au cuivre. Attendez, je vérifie juste que... Ouais, non, tout va bien. Et on crée une inflammation dans son corps, ce qui, quand on prend un tout petit peu de recul, peut se faire se dire que, est-ce qu'on a vraiment envie d'enflammer son corps, de créer une inflammation, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même souvent pas mal de maladies inflammatoires. Et du coup, rajouter volontairement de l'inflammation dans le corps, ça peut poser question. Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que pour certaines personnes, c'est un sujet à prendre en compte. Voilà. Je ne vois toujours aucune réaction et je ne vois pas le nombre de personnes bouger. Donc
Donc, j'espère vraiment que ça marche. Euh, on a eu un bug. On a eu un bug. Je suis désolée. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a planté. Mais alors, par contre, pendant toute la période avant, je pense que vous m'avez écrit des messages parce que je les ai vus furtivement, mais je ne les lisais pas. Donc voilà, je suis absolument confuse. S'il y avait des questions, n'hésitez pas à les reposer parce que j'en ai vu aucune. Je vois juste une question épinglée. Quel est le pourcentage d'efficacité du stérilet au cuivre? Le stérilet au cuivre, c'est l'une des méthodes de contraception les plus efficaces. Elle a un taux de fiabilité théorique de 99%. Donc toujours une fois, toujours encore, pas 100, mais 99. Et par contre, elle a un taux de fiabilité pratique identique de 99 aussi, puisqu'en fait, il n'y a pas d'aléa. Vous ne risquez pas d'oublier votre stérilet, vous ne risquez pas de le mettre à la mauvaise heure. Quand il est là, il est là. À la rigueur, l'aléa pratique, c'est quand on le garde trop longtemps ou qu'on l'éjecte. Ça arrive, hein. Parfois, on peut perdre son stérilet et ne pas s'en rendre compte. Ça paraît étonnant de dire ça, mais, parce que c'est quand même assez grand, mais ça arrive. Mais voilà, sinon, c'est quand même un des contraceptifs les plus efficaces, avec le stérilet hormonal aussi. L'avantage de ces contraceptions-là, c'est qu'elles ne dépendent plus du tout de vous. Donc, c'est un avantage et un inconvénient. Il y a un côté un petit peu. J'avais partagé une vidéo d'Arte marrante là-dessus, un reportage sur la pose forcée du stérilet qui a été utilisé dans certains pays. Et qui était le cas de Britney Spears en fait, qui portait un stérilet de façon forcée. Euh, ses tuteurs l'a forcé, son père notamment, l'a forcé à porter un stérilet pour qu'elle ne retombe pas enceinte. Donc il y a un côté un petit peu, en fait, c'est quelqu'un qui doit vous le poser et vous ne pouvez pas après l'enlever vous-même. Mais en revanche, après, du coup, plus rien ne dépend de vous et il ne peut pas y avoir d'erreur, il ne peut pas y avoir d'oubli, etc. Le stérilet est là et il produit son effet contraceptif pendant cette période-là. Donc voilà, pour la réponse, c'est 99% le stérilet. Euh, du coup, s'il y a des questions qui ont été posées avant et que je n'ai pas vues, n'hésitez pas à les reposer. Après, je finirai sur les méthodes d'observation du cycle si ça vous va, puisque c'est quand même aussi ma spécialité. Mais je vais faire deux, trois petites précisions. Dans ce qu'on a encore, on a que tout le monde connaît et faites pas les naïfs et faites pas les gens qui, oh ben non, pas moi, le retrait. Le retrait, j'ai fait un post là-dessus pour ceux qui veulent aller le voir parce que je trouve que c'est intéressant, parce que ça a très mauvaise presse et à juste titre parce que c'est très dangereux. Néanmoins, il y a eu des études que je trouve intéressantes qui montrent qu'en fait, le vrai danger du retrait, c'est les spermatozoïdes qui pourraient être dans le liquide préséminal, donc le petit liquide qui s'échappe un petit peu avant l'éjaculation et qui peut du coup être fécondant. C'est ça en fait qu'on présente souvent comme le grand danger du retrait et le fait que l'homme n'arrive pas à se retirer à temps aussi, c'est ça une autre question. Mais en fait, il y a eu des études qui montrent qu'en fait 60% des hommes n'ont pas de spermatozoïdes dans leur liquide préséminal. Du coup, en fait, c'est seulement une partie des hommes qui ont ce risque de féconder avec juste ce qui se passe pendant le rapport, avant l'éjaculation, et pas après. Parenthèse fermée, parce que je n'invite surtout pas les gens à pratiquer le retrait quand ils sont fermés à une grossesse.
ça reste dangereux, ça reste méga risqué, mais c'est intéressant quand même d'avoir ça en tête parce que souvent c'est l'argument qu'on utilise pour expliquer que le retrait est dangereux. Après, je fais une parenthèse aussi parce que ce n'est pas ma spécialité, mais vous pouvez trouver de plus en plus de contenu là-dessus. On a ce qu'on appelle les méthodes de contraception masculine qui sont en plein développement. Il y a une pilule pour hommes, ne me demandez pas pourquoi, on n'en entend pas du tout parler et je sais pourquoi. À cause des effets secondaires, figurez-vous, que du coup, qui ne seraient pas acceptés. Mais du coup, c'est quelque chose qui n'est absolument pas commercialisé aujourd'hui, alors qui est scientifiquement possible. Mais les hommes ne sont pas prêts à subir les effets secondaires que subissent les femmes depuis des années. Mais autre sujet sur lequel je ne vais pas. Mais il y a ce qu'on appelle la contraception thermique, où en fait, parenthèse encore, si un homme a ses testicules qui pendouillent, ce n'est pas parce que c'est joli, c'est parce que c'est nécessaire pour produire des spermatozoïdes. Un spermatozoïde ne peut pas être produit à 37 degrés. C'est trop chaud. L'usine de production, si vous voulez visualiser comme ça, doit être à 2 degrés de moins que le reste du corps. Elle doit être autour de 35 degrés. Du coup, si jamais les testicules étaient à l'intérieur du corps, on ne produirait pas de spermatozoïdes puisque la spermatogénèse ne pourrait pas se faire. Donc, la nature étant bien faite, les testicules pendouillent et sont donc à 35 degrés et le sperme peut être produit. Mais si jamais on vient coller ces testicules au reste du corps, ils se retrouvent à 37 degrés et on bloque la production. C'est ce qui peut arriver quand un homme porte des slims méga serrés tout le temps. Ça peut lui bloquer sa production de spermatozoïdes. C'est ce qui arrive malheureusement aujourd'hui beaucoup. Je vois qu'il y a une question, je vais répondre après du coup. Je finis sur mes slips chauffants. On a une énorme baisse de la fertilité masculine qui a baissé de moitié en 40 ans, donc c'est énorme. C'est lié à plein de raisons, mais notamment beaucoup à la chaleur. Aujourd'hui, les hommes portent leur téléphone dans leur poche toute la journée, sont assis très longtemps, ne marchent pas suffisamment, portent des sous-vêtements ou des vêtements trop serrés et du coup bloquent la production du sperme. Sur ce concept-là, ont été créées des méthodes de contraception thermique qui justement viennent remonter les testicules pour les coller au reste du corps. Donc c'est quand on dit un slip chauffant, il n'y a pas un chauffage ou vous voyez, à l'intérieur du slip. C'est juste qu'en fait, le principe est que ça les bloque. Pourquoi il n'y a pas de spermatogenèse à 37 degrés? Tout simplement parce qu'en fait, pour être produit, c'est la nature. Pourquoi je trouve d'autres questions, mais pourquoi on n'ovule pas à n'importe quand dans le cycle? Parce que la nature fait que pour ovuler, il faut un tel niveau hormonal. En fait, pour être produit, un spermatozoïde doit être à 35 degrés. C'est la condition de prod, si tu veux. Et du coup, ces slips chauffants ou ces anneaux thermiques viennent faire cet effet collage, c'est pas de bon mot, mais au reste du corps, chauffer les testicules et viennent bloquer la spermatogénèse. Donc il faut contrôler que ça fonctionne en allant faire un spermogramme après, je ne sais plus combien c'est, il faudrait que je me renseigne peut-être 2 ou 3 mois de port du slip et vérifier qu'on a effectivement plus de spermatozoïdes vivants dans le sperme. Et du coup, ça peut être un moyen pour un homme de porter la charge contraceptive avec ses slips chauffants. Je regarde, j'ai mon téléphone qui ne va pas bien. Je ne voudrais pas fermer le live en allant chercher ta question. Tac, tac, tac. C'est une question sur le stérilet, je crois. J'y vais tout doucement, c'est comme ça que j'ai fait. Le stérilet permet-il une observation du cycle pour commencer en sécurité quand on ne va pas dans cette... Alors oui, le stérilet permet une observation du cycle dans l'absolu, puisque tu continues à ovuler. Donc tu as une ovulation, donc tu as un décalage thermique, on va y venir, de température. Tu produis de la glaire cervicale, néanmoins elle peut être altérée quand même par l'inflammation causée dans l'endomètre. Donc on peut avoir une observation qui est moins fine, en tout cas pour certaines femmes, que celle quand on est sur un cycle complètement naturel, sans méthode contraceptive. Mais sinon, oui, on continue à ovuler avec un stérilet au cuivre et du coup, on peut observer son cycle. Et c'est une très bonne remarque que tu fais. Quelqu'un qui voudrait passer à une contraception dite naturelle, basée sur une méthode d'observation du cycle, peut commencer par un stérilet pour retrouver des cycles. Être à l'aise avec son corps, voir les fluctuations arriver, etc. Et du coup, après, pouvoir partir sans filet, sans parachute, une fois qu'on est vraiment à l'aise. Donc, très bonne remarque. Je fais une dernière parenthèse pour vous avoir fait quand même un éventail le plus large possible avant de passer sur les méthodes d'observation. On a ce qui s'appelle les méthodes définitives, que vous connaissez peut-être, qui sont et masculines et féminines, où là, en fait, ce qu'on vient fermer, c'est qu'on coupe le trajet, en fait, soit du spermatozoïde, soit de l'ovule, pour qu'il ne sorte plus et que du coup, ils ne puissent pas se retrouver en contact. Donc, on a soit la ligature des trompes pour les femmes, c'est-à-dire qu'on vient couper la trompe et puis suturer, mais faire qu'en fait, l'ovule ne puisse plus redescendre. Donc, même si un spermatozoïde viendrait, en fait, il se retrouverait face à la suture qu'on a coupée dans la trompe.
soit la vasectomie, où là, c'est au niveau du canal déférent de l'homme qu'on vient couper. Donc, même si le sperme est produit, enfin les spermatozoïdes, ils ne remontent pas dans le liquide séminal. Donc, le liquide séminal qui sort n'a aucun spermatozoïde dedans. C'est ce qu'on appelle des méthodes définitives, puisqu'en fait, on coupe définitivement, mais qui ne sont pas complètement irréversibles, c'est-à-dire qu'on peut reconstruire. Plutôt côté vasectomie que côté ligature des trompes. Côté ligature des trompes, je crois que c'est très compliqué de reconstruire une trompe qui a été ligaturée. Par contre, pour un homme, on peut redéboucher le canal déférent. Mais j'ai eu une discussion intéressante avec un gynéco là-dessus l'autre jour qui me disait qu'en fait, le fait que les spermatozoïdes ne soient plus excrétés, qu'ils soient plus sortis, fait que la nature s'adapte et qu'en fait, on se met à en produire beaucoup moins, voire plus au fil des années. Donc, même si après on réouvre le canal, et ben, le fait qu'on ait arrêté de les laisser sortir peut énormément faire baisser leur production. Je n'ai pas lu d'études là-dessus, c'est une discussion que j'ai eue, je vous la livre telle quelle, mais je trouvais ça intéressant, néanmoins sur le côté réversible de la vasectomie. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit tour de toutes les méthodes existantes. La dernière, qui est évidemment celle que moi je connais plus, puisque c'est déjà celle que je pratique personnellement depuis longtemps et que j'enseigne et que j'explique à longueur de journée, c'est ce qu'on appelle les méthodes d'observation du cycle, où en fait ça repose pour ceux et celles qui étaient déjà là au début sur ce concept qu'une femme n'est fertile que quelques jours par cycle, et qu'en fait quand elle est à l'écoute de son corps, elle est capable de savoir quand sont ses jours et du coup quand elle est fertile et quand elle ne l'est pas. On a plusieurs méthodes d'observation du cycle qui reposent sur des indices différents. Moi, je suis formée à une qui s'appelle Billings, qui repose uniquement sur l'observation de la glaire cervicale. Donc, c'est elle que je suis en mesure d'enseigner. Je suis également formée à des méthodes de symptothermie, où là, on combine plusieurs indices, la glaire cervicale et ou le col de l'utérus, je vais vous expliquer, et la température. En fait, il faut vraiment avoir en tête que ces approches-là ont pour philosophie de dire il n'y a pas besoin d'avoir un contraceptif au long cours, ce que je vous disais tout à l'heure. Il suffit de savoir identifier les périodes à risque ou propices. Quand on est dans un désir de grossesse, du coup, la logique s'inverse. C'est les moments qu'on va cibler au contraire. Mais il suffit d'identifier cette période-là pour adapter sa sexualité. Et le reste du temps, quand on est suffisamment formé et à l'aise avec cette approche-là, on est sûr à 100%, là on n'est pas sur des 99, on est sûr à 100% qu'on n'est pas fertile. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'une femme a ovulé, c'est tout, ça repose sur ce truc que je vous expliquais de rétrocontrôle de la progestérone qui vient bloquer le cerveau pour ne pas réovuler. On a forcément à peu près 2 semaines d'infertilité certaine. Les fantasmes de double ovulation, de trucs comme ça n'existe pas. Physiologiquement, c'est impossible. Le corps verrouille l'ovulation une fois qu'elle a eu lieu, jusqu'aux règles, jusqu'au moment où le corps se rend compte qu'il n'y a pas eu de grossesse, qui décide de faire chuter les hormones, d'évacuer et du coup de permettre au cerveau de restimuler. Mais en fait, quand on sait identifier cette période-là d'infertilité certaine, eh ben, on peut se passer complètement de contraceptifs pendant cette période-là, qui est certaine à la fin du cycle, mais au début du cycle aussi, et ça, il faut quand même être mieux formé, il y a une période chez certaines femmes, pas chez toutes, d'infertilité aussi, quand on sort des règles, avant qu'on commence à rentrer dans la période fertile. En gros, si on prend un cycle classique, c'est pas le bon mot parce que c'est des espèces de moyennes, pour info, seuls 13% des femmes ont des cycles de 28 jours, donc c'est une moyenne, c'est le cycle artificiel sous pilule en revanche qui fait 28 jours. Mais si on part sur une moyenne de 28 jours, on a des règles pendant 3, 4, 5 jours. Après, on rentre en principe sur une petite période infertile où il ne se passe encore rien. Le cerveau commence à stimuler, mais pas suffisamment pour que les ovaires aient répondu. Donc, on a une période infertile. Après, on rentre dans la période de fertilité. Je vais vous expliquer comment on voit qu'on rentre dedans. Et puis, quand on en sort, après, on a la deuxième partie du cycle qui dure à peu près 14 jours, où on est infertile certaine jusqu'aux règles. Comment on sait où on est? Alors, je ne vais pas faire un cours de symptothermie parce qu'on a encore 10 minutes et il faut plus de 10 minutes. Mais en gros, notre corps nous envoie des signaux. Ces hormones qui sont sécrétées à différents moments du cycle pour nous faire ovuler n'agissent pas que dans les ovaires. En fait, elles ont des récepteurs partout dans le corps et ces récepteurs s'expriment. Alors, il y en a plein. Il y a le fait d'avoir des beaux cheveux, une belle peau, plein de trucs, mais ça, c'est pas fiable. Vous ne pouvez pas savoir que vous ovulez parce que vous avez des beaux cheveux. Mais il y a notamment des signaux qui, eux, sont très visibles, qui sont principalement la fameuse glaire cervicale, les pertes blanches qu'on observe dans sa culotte, ces espèces de sécrétions qui sont d'aspects différents selon le moment du cycle. Et en fait, je pense que j'ai de nouveau un bug et je ne vois de nouveau plus les questions. Je suis désolée.
Et j'ai toujours le compteur bloqué sur le nombre de personnes. C'est ça qui me met la puce à l'oreille. Écoutez, c'est pas grave, maman, je sais que vous m'entendez quand même. Et en fait, cette glaire change d'aspect à mesure qu'on s'approche de l'ovulation. Et à mesure que les oestrogènes montent, il la lubrifie et elle devient de plus en plus mouillée, de plus en plus glissante, de plus en plus transparente. Et en fait, quand cette glaire arrive, on sait qu'on ouvre la fenêtre de fertilité, on sait qu'on peut être fertile. Pourquoi? Parce que même si l'ovulation n'aura lieu que quelques jours après, le rôle de cette glaire, c'est de conserver les spermatozoïdes en vie dans le vagin. En fait, elle vient, elle les enserre, elle les prend, elle les cale dans des cryptes au niveau du col de l'utérus. Et un spermatozoïde peut rester en vie jusqu'à 5 jours à l'intérieur de votre corps, jusqu'à ce que le passage s'ouvre et que l'ovule soit là. Cette glaire, elle a un rôle assez magique. C'est vraiment le Sherpa des spermatozoïdes. Et cette glaire, on la voit. Quand il n'y a pas de glaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ovulation qui approche et ça veut dire qu'il n'y a pas de fertilité. Quand la glaire arrive, ça veut dire que l'ovulation est bientôt là. En général, la glaire, elle arrive à peu près 5 jours avant l'ovulation. Toujours nature bien faite, c'est le temps que les spermatozoïdes peuvent rester en vie. Donc, tout est bien aligné. Quand la glaire arrive, c'est que l'ovulation est bientôt là. Hop, on ouvre la fenêtre et ce qu'on se disait tout à l'heure, selon l'approche qu'on prend, eh ben, on prend son diaphragme qui était sur sa table de nuit, on prend son préservatif ou on prend son livre et on se dit que pendant cette période-là, on s'abstient. C'est aussi la meilleure des méthodes pour avoir une fiabilité totale avec ces observations du cycle, puisque je fais une parenthèse encore. Mais si on compte sur un autre moyen de contraception pendant la fenêtre de fertilité, eh bien, on passe sur le taux de fiabilité de ce moyen de contraception. Le préservatif, par exemple, en fiabilité théorique, il est, je ne sais plus, à 95%. En fiabilité pratique, il est à 70%, parce que le préservatif peut craquer, parce que le préservatif peut partir. Il y a plein de trucs. Donc, si on se dit, j'utilise un préservatif pendant la période fertile, et ben, du coup, on n'est plus qu'à 70% de fiabilité, puisque le préservatif peut avoir tous les problèmes qu'on connaît. Je me tâte à quitter le live et à revenir. Je ne sais pas si Romy, tu pourras me réaccepter vite pour que du coup je revoie les interactions en vous quittant une seconde. Je vais tenter ça parce que sinon ça va être chiant à la fin de pas pouvoir dire au revoir. Je quitte, je me reconnecte dans une seconde. Je suis pas en live, hein. Attendez, je suis en live ou je suis pas en live? Oh là là, c'est fastidieux aujourd'hui, hein. Je suis vraiment désolée. C'est le fait de ne pas être chez moi, vous voyez. Je maîtrise rien. Ah là 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 là. Mon Dieu. Voilà, c'est bon. C'est le fait de ne pas faire un live chez moi. C'est la galère, hein. De toute façon, on a bientôt fini. Mais je ne maîtrise rien. Je suis à l'ouest. Je n'ai vu aucune question. Je vois que Romy, tu as dû en épingler certaines. Et merci. Pour ma part, j'ai des cycles très irréguliers, non seulement sur les règles, mais aussi et surtout sur les symptômes. Je peux avoir des pertes pour un cycle et aucune pour un autre. Pourquoi? En fait, il faut vraiment avoir en tête
que chaque cycle est unique. Le côté j'ovule toujours au jour 14 et j'ai mes règles au jour 28, c'est que dans les livres, c'est pas du tout dans la vraie vie. Et du coup, parfois, on va avoir un cycle qui va être plus long, parfois, on va avoir un cycle qui va être plus court, parfois, on peut avoir un cycle qui est anovulatoire. C'est un truc qui arrive très souvent en fait. C'est juste que la majeure partie des femmes ne l'observent pas, donc elles ne s'en rendent pas compte. Mais parfois, on a un cycle où on n'a pas ovulé. Bon, on a quand même des règles à la fin, puisqu'il y a eu tout un processus hormonal quand même, mais on n'a pas ovulé. Donc il y a plein de choses qui peuvent expliquer. Après, ça, c'est sur le fait, est-ce que mon cycle est en gros ovulatoire ou pas. Et puis après, on peut avoir des symptômes plus ou moins visibles. La glaire, c'est une sécrétion du corps et du col d'ailleurs, au même titre que la transpiration, que la morve du nez, que ce soit. Et parfois, elle est plus présente, parfois, elle n'est pas. Si on ne boit pas assez, si on est hyper constipé, on ne l'évacue pas. Si on a une alimentation qui n'est pas bonne, si on est très stressé, enfin, plein de trucs peuvent faire qu'on ne la voit pas bien. Donc ça, ça s'apprend en fait. C'est quelque chose où il faut être à l'aise. Et puis, il n'y a pas que la glaire. Donc, du coup, j'ai expliqué très rapidement la glaire. C'est hyper bâclé, hein. Mais c'est pas un live là-dessus, donc on pourra en refaire un là-dessus, mais c'était pas l'objectif du jour. Mais il y a aussi la température qui en fait monte une fois qu'on a ovulé, puisque la progestérone, cette hormone de la deuxième partie du cycle, elle a un effet hyperthermique, elle fait monter la température. Donc on peut, même si tu as des cycles où tu vois pas trop bien ta glaire, si tu prends ta température, tu peux vérifier qu'elle monte bien à un moment et qu'elle se maintient haute, et du coup que tu as bien ovulé. Donc voilà, faut pas. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui n'est pas inné, qu'on ne nous apprend pas quand on est jeune fille et qu'on découvre son cycle, qu'il faut faire l'effort, il faut se faire former. Il y a des gens qui sont là pour ça, il y a des formations qui sont là pour ça, il y a des formatrices. Moi, j'aurai bientôt un truc à vous proposer aussi là-dessus. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. On parlait du coup tout à l'heure des contraceptifs. Les méthodes d'observation du cycle, c'est quelque chose qui a un coût à l'entrée où il faut se former. Franchement, moi, quand on est en contraception, je ne peux que recommander de se faire accompagner, de ne pas se lancer en autodidacte si on a vraiment un souhait de totale fiabilité. Mais après, c'est toute sa vie où on bénéficie de cet apprentissage-là et où on est complètement autonome jusqu'à sa ménopause. On peut gérer sa contraception comme ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de dépenser un petit billet à l'entrée quand vous comparez avec tout ce que vous payerez en pilule, enfin, même si maintenant la pilule est entièrement remboursée. Autre débat, tiens, pourquoi il n'y a que la pilule qui est remboursée? C'est pas le seul contraceptif. Mais bon, si vous faites la somme de plein de choses et surtout ce que ça vous apporte en termes de santé, de maîtrise de votre corps, d'écoute, de connexion, du jour où vous voudrez un bébé, à quel point vous serez en avance par rapport à vos copines qui ne savent pas du tout quand elles ovulent, si elles ovulent, etc. Enfin, le jeu en vaut clairement la chandelle. Évidemment, je ne suis pas objective quand je dis ça, mais voilà, il faut se faire accompagner au début. Je bois un coup pour être complètement à l'aise et pouvoir après se lancer sans filet. Et du coup, pour boucler la boucle avec tout ce qu'on s'est raconté, pendant cette période de fertilité, ces fameux 6-7 jours où on voit qu'on est fertile et où on se dit hop, je ne veux pas tomber enceinte, donc attention maintenant, et bien on adapte. Donc soit on se dit qu'on peut ne rien faire. Encore une fois, c'est la meilleure des solutions. Quand je dis ne rien faire, ça ne veut pas dire dormir dans deux chambres séparées, ça veut dire pas de rapport avec pénétration vaginale. Donc il y a plein d'autres trucs, je ne vais pas vous faire un cours de sexualité, c'est pas du tout ma spécialité, mais il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire sans pénétration vaginale tout en étant dans un rapport intime avec quelqu'un. Donc voilà. Ou si vraiment on veut une pénétration vaginale, eh ben, on a toutes ces techniques dont je vous ai parlé, les techniques barrières. Donc ça peut être le préservatif masculin ou féminin, ça peut être la cale cervicale, ça peut être le diaphragme. Principalement, c'est celle-là. Donc voilà, du coup, on va combiner plusieurs approches, plusieurs méthodes de contraception pour être en total freestyle sans rien pendant les périodes infertiles certaines et avec une méthode barrière pendant les périodes fertiles. Sachant que quand on se forme et quand on n'est pas encore à l'aise, même pendant les périodes infertiles, quand on n'est pas vraiment sûr de son coup, on peut utiliser une méthode barrière pendant cette période. Ou avoir un stérilet, il y avait une question qui était intéressante tout à l'heure là-dessus. On peut commencer à s'observer avec un stérilet. Et du coup après, le jour où on enlève le stérilet, ben, on est vraiment complètement formé et à l'aise pour ça. Voilà. On avait dit une demi-heure. Désolée, Elia. Et en plus, j'ai vu aucune question. Donc, je suis absolument confuse. N'hésitez pas à me les envoyer par message après. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas le bug. Je pense que je suis de nouveau en bug puisque le nombre de vues ne bouge plus et j'ai plus d'interaction avec vous.
Alors, du coup, je vois une question quand même. Quelle est la température du corps quand on ovule? Il n'y a pas de température cible, c'est-à-dire qu'en fait, c'est chaque femme qui est différente et selon le lieu où tu prends ta température. Si tu la prends en voie vaginale ou rectale, tu as une température plus haute que si tu la prends dans la bouche, par exemple. Et puis après, il y a des femmes plus ou moins. Je donne mon exemple. Moi, j'ai une température de corps très basse à la base. Je prends ma température autour du bras. Moi, j'ai un bracelet connecté que je porte la nuit qui est génial. J'ai un article sur mon site pour ceux qui veulent aller voir qui explique ce que c'est. Et ben moi, je suis à 35,9 quand je suis en période infertile. Et moi, j'ovule à 36,4, tu vois, ce qui est hyper bas. Alors que quelqu'un qui a plutôt une température classique, on va dire, et qui prend sa température en voie vaginale ou rectale, va être en période infertile autour de 36,7, 36,8, 36,9 et ovuler à 37,2. 37,3. Donc voilà, ça dépend de chaque personne et du lieu de prise. Il y a des endroits qui sont plus chauds que d'autres. Sachant que dans l'idéal, en symptothermie, j'ai juste une question aussi. Donc pour la température, j'ai répondu ça dépendait. Quelqu'un qui disait qu'avec son stéréocuivre, elle avait des douleurs très fortes. On peut ne pas bien supporter un stéréocuivre. Hein. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Donc si ça vraiment ça te provoque des douleurs trop fortes, il faut pas hésiter à consulter. Ça peut aussi être lié à autre chose. Hein. Les douleurs très fortes pendant les règles, ça peut être lié à l'endométriose notamment. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut creuser avec un médecin. Euh, voilà. Et je vois une question. Je n'ai jamais pris la pilule. Stérile en cuve serait la meilleure contraception naturelle en gardant un cycle normal en dehors de l'observation de son cycle. Oui, encore une fois, c'est ce que je te disais. Pour moi, il n'y a pas de. Je vais faire Edouard Baird, mais il n'y a pas de mauvaise ou de bonne solution. Il y a celle qui te correspond à toi. Mais effectivement, si tu ne veux pas prendre d'hormones et que tu veux quelque chose qui ne repose pas sur tes observations à toi, effectivement, le stéréocuve, c'est l'idéal. Si tu le supportes bien. Il faut voir, il faut tester comment se passent tes règles, si elles ne sont pas trop abondantes. Moi, personnellement, j'ai eu un stéréocuve, c'était pas possible. J'avais des règles hémorragiques, j'ai vécu des grands moments de solitude avec mon stéréocuivre, notamment au boulot. donc voilà, ça dépend des gens. Euh, Encore une fois, je vous invite à m'envoyer des éventuelles questions en message privé. Je ne répondrai pas forcément aujourd'hui. Je répondrai peut-être que lundi parce que là, je suis en week-end. Mais voilà, je suis absolument confuse et auprès d'Elia et auprès de vous toutes pour ces bugs qui font que j'ai rien vu, alors que j'ai l'impression qu'il y avait quand même plein de questions. Donc voilà. Mais j'espère quand même que c'était clair et que vous avez appris des choses. Et puis n'hésitez pas à voilà, aller lire. Moi, j'ai plein de posts sur tous ces sujets-là, notamment ce qui touche à l'observation du cycle, mais aussi au stérilet, à la pilule, etc. J'ai fait des trucs là-dessus. Donc vous pouvez regarder et m'écrire encore une fois sans problème. Voilà, je vais dire au revoir seul au monde, puisque je ne vois pas si vous êtes encore là. Mais je vous remercie. Merci beaucoup, Elia, d'avoir organisé ces lives. Je suis super contente d'être passée sur votre compte. Et je vous souhaite une belle fin d'Elia Week. Je crois qu'il y a encore des choses jusqu'à demain. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les autres lives. Et il y a aussi des conférences sur le site d'Elia. Il y a le lien, je pense, qui doit être sur votre site, Elia, donc sur votre compte. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a plein d'autres contenus toute la semaine. Voilà, encore une fois, pardon pour ces bugs techniques. Je souhaite à tout le monde un bon week-end et je vous remercie de m'avoir écouté. Bye bye.